Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Bonjour, je suis Benjamin Massal, médium exorciste, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir donc Benjamin sur les canapés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec Merci d'être plaisir. là. Waouh, la thématique. La thématique. Quand j'ai vu ça, médium exorciste, évidemment qu'on a 1 million de questions à vous poser et voir évidemment aussi de quelle manière vous en êtes arrivé à être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Oui. Parce que vous avez commencé dans un registre qui n'a strictement, mais alors vraiment rien à voir. Exact, La gendarmerie. exact. Et la gendarmerie d'élite? Juste le cran en dessous du GIGN, puisqu'aujourd'hui c'est une unité qu'on va appeler les antennes GIGN. Donc à l'époque j'étais sur Toulouse, j'ai participé à la création de cette unité-là, qui a évolué depuis le temps, puisque ça c'était en 2004. Donc ça demandait quand même une certaine implication physique et mentale, puisqu'on était formé par les membres du GIGN, mais on était encore dans le cran en dessous en termes de niveau d'intervention. Bon, et déjà, vous aviez cette faculté médiumnique? J'ai eu quelques expériences à cette époque, en fait. C'est ce qui a, on va dire, commencé en phase adulte, à maturer ce vers quoi je tends aujourd'hui, puisque c'est une des expériences, j'en ai rigolé avec d'anciens collègues. Donc j'étais dans cette unité, donc moi à l'époque j'étais plutôt, ce que j'aime à dire pour me moquer de moi gentiment, c'est militaire pomme de terre, donc voilà, tout était bien carré. Okay. Et puis finalement, un jour, je me souviens de nuit, j'étais comme ça, je dormais tranquillement, et puis je ne sais pas pourquoi, au milieu de la nuit, je sens quelque chose, et puis quand j'ouvre les yeux, je vois une femme à peu près à 20 cm de mon visage, qui n'existait pas dans la matière en fait. Une entité comme ça, bien sûr, moi je me recule dans le lit, je me demande ce que c'est, et puis hop, cette entité recule comme ça, part dans le placard. Et puis moi, je suis consterné, je suis comme ça. Pourtant, même si j'avais l'habitude d'un certain niveau de danger, je me retourne dans mon lit, je me mets sous la couette, je dis non, ça va bien, t'as rien vu et tout. Et puis j'ai continué à dérouler. Mais cette expérience-là m'a marqué. Que vous n'aviez jamais eu auparavant? Avant cet instant-là, cette nuit-là? Pas à ce niveau-là. J'avais déjà eu contact avec des défunts, notamment mon père, qui est décédé lorsque j'avais 8 ans. Mais de ce niveau-là, non. Et votre papa qui est décédé volontairement, hein. Voilà, il s'est suicidé, oui, tout à fait. Ouais. Alors évidemment, il y a des rencontres comme ça qui font l'homme que vous êtes aujourd'hui, mais ce qui est assez étonnant, c'est de se dire que si vous êtes dans le milieu de la gendarmerie, ces unités un peu d'élite, évidemment parler de médiumnité, parler d'exorcisme, c'est pas vraiment c'est ni le lieu ni l'endroit, quoi. Non, pas du tout, non. J'avais révélé cette expérience, on va dire un peu au public il y a quelques années maintenant. Et c'est des collègues, moi ça faisait plus de 10 ans que j'avais quitté l'unité, j'en avais jamais parlé à personne. C'est quand ils ont vu que j'avais commencé à parler de cette expérience-là qu'ils ont halluciné parce que j'en avais jamais parlé et de voir d'où je suis parti, où je suis aujourd'hui. Certains, ça les a interpellés effectivement, mais la plupart, étonnamment, ont été plutôt bienveillants à mon égard et ont eu plutôt un regard intéressé par rapport à mes ressentis. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela
exercice-là, référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites que vous êtes thérapeute holistique. Oui. Thérapeute holistique, et là aussi, on a l'impression qu'il y a une sorte de grand écart entre un thérapeute holistique et un médium exorciste. On peut voir ça comme ça, oui. Pourtant, tout est lié pour vous? Oui, il n'y a pas de différence. Je marque holistique, surtout parce qu'il y a vraiment l'idée de... après, peut-être qu'on reviendra sur l'expérience plus tard, mais il y a vraiment l'idée que se cantonner qu'à l'exorcisme pur, quand je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était assez limitatif. Donc, c'est pour ça que j'ai augmenté le champ d'action pour que, quelque part, la personne, je puisse la prendre dans son entièreté, qu'elle vienne vers moi pour un souci physique ou un souci émotionnel, ou voire même les deux. Ben, en fait, je vais traiter l'ensemble de ce qui se passe, quoi. Et si, bien sûr, effectivement, il y a un pan paranormal, celui-ci sera traité au cours de la séance. Parce que vous parlez de paranormal, de phénomène même de magie noire. Oui. Le paranormal, c'est assez vaste là aussi. Ça, c'est ce que j'ai appris dans cette expérience. Vous voulez qu'on parle des... Bien sûr. Voilà, c'est quand même ça. Et ça c'est quand même le truc absolument incroyable et essentiel. Donc, qu'est-ce qui m'a amené aussi à cette expérience-là? C'est à l'époque, donc voilà, quand j'étais gendarme, il y a eu un autre gendarme qui faisait partie d'une section hélico, qui est venu nous initier à la sophrologie, notamment en gestion du stress. Et puis, lors des exercices, c'est vrai que j'avais des ressentis énergétiques et je comprenais pas, je regardais les autres et je me suis dit c'est étrange, j'ai l'impression d'être le seul à avoir ces ressentis-là. Pareil, j'ose pas trop en parler. Puis quand je quitte l'armée, je me forme en sophrologie et pareil, au fur et à mesure, mes ressentis se développent. J'ai des images, j'ai des sensations, je commence à percevoir un peu plus les entités, tout ça. Et pareil, j'essaye d'en parler un petit peu aux formateurs. À l'époque, j'étais assez mal accompagné, du coup, j'ai été mal conseillé, mal guidé. Et puis, au bout d'un temps, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et l'élément déclencheur, on parlait de phénomène étrange, je fais un rêve un jour où je me fais violer par une entité. Et c'était physiquement très prégnant. Et en même temps, je savais que avec le temps, j'ai pris l'habitude maintenant de faire la différence entre un rêve qui est un rêve classique comme on peut tous faire, ou qui est une poubelle de l'inconscient, on va dire, et puis un rêve qui a vraiment une teneur, une saveur particulière. Et comment? Déjà rien que ça. Comment je fais la différence? Comment vous faites la différence? Ça va se passer par rapport à, j'allais dire, des sensations physiques et puis l'échange que je vais avoir avec l'imagerie qui peut se former. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Des fois, voilà, si c'est un rêve classique, on va dire, ces images-là n'ont pas forcément de sens, on va dire, véritable. Et puis voilà, c'est une imagerie, comme si je regardais un film, et puis ça passe. Lorsque c'est quelque chose qui est plus prégnant, je vais plutôt avoir des sensations physiques. Je vais échanger, je vais avoir une interaction avec l'entité ou l'imagerie qu'il va avoir, comme on peut discuter maintenant. Donc c'est vrai qu'après, c'est une phase de conscience modifiée. Lorsque je reviens en état de veille, comme on est maintenant, c'est là où je me rends compte qu'effectivement, là, pour le coup, il y a eu un échange énergétique et autres qui a pu s'établir entre ce pont, entre ces deux mondes, on va dire. Ok. Donc, suite de l'histoire. Suite de l'histoire, suite à ce rêve-là, après se déroule un petit peu, et puis je rencontre ça c'était le deuxième prêtre exorciste, le premier pareil, il n'a pas voulu spécialement croire, et le deuxième que je rencontre, on me l'avait conseillé, et puis j'y vais, je lui raconte mon rêve, et puis comment dire, après, comme le premier m'avait fait 1h30 de leçon de morale, et puis j'étais reparti avec mon problème, là à l'époque il y avait un petit encart auprès de ce deuxième évêque, d'ailleurs il était évêque, et il est marqué prestation 65 €, je dis écoutez, pour les œuvres, je dis écoutez, si c'est pour juste me faire une leçon de morale, il y a quelqu'un d'une autre église qui me l'a déjà fait. Moi, je vous paye les 65 € pour les œuvres, on se serre la main, on se quitte bons amis, c'est tout. Puis il me regarde, il fait oh, non, mais moi je vous crois dans votre rêve, et dit juste vous êtes médium. Moi j'ai regardé, je fais alors attendez, on va se mettre d'accord là aussi. Moi, ça fait peut-être à l'époque, ça devait faire plus de 15 ans, 20 ans qu'on me disait que j'étais médium. Je fais jamais personne n'a su me donner la définition de ce qu'était un médium. Donc moi, si c'est juste pour me dire ça, ça m'intéresse pas non plus. Moi, je viens avec un problème, vous pouvez le traiter, tant mieux, vous pouvez pas le traiter, c'est pas grave. Et le problème la réponse à la question que vous posez, c'était quoi en fait, en définitive, par rapport à ce rêve?
C'était de savoir si effectivement c'était si c'était un simple rêve. Un simple rêve ou quelque chose de réel. Voilà, enfin, quelque chose que j'aurais... Oui, voilà, qui a une certaine forme de réalité. De réalité, oui. Exactement. Oui. Et puis, et de là, en fait, c'est la première personne, étonnamment, pourtant c'était un homme d'église, et il est toujours là d'ailleurs, et qui a su me faire accepter cette dimension de médiumnité chez moi. Il m'a dit, en fait, des mots hyper simples. Il m'a dit, mais... Il dit, monsieur, en fait, la médiumnité, c'est simplement quelqu'un qui est en capacité de voir ou d'entendre quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Tout simplement, en fait. Ça m'a paru tellement simple que je dis, ah, ok, dans ce cas-là, ça commence déjà à répondre à toutes les questions que j'avais pu me poser avant sur moi. Juste un mot, le premier évêque que vous avez rencontré, oui. Et la teneur de sa leçon de morale, c'était vous dire quoi? Bah, en fait, il est arrivé et puis après, il m'a dit, quand je lui ai raconté mon rêve, il dit, quand vous aurez pardonné à votre père, ça ira mieux. Donc ça a duré 10 minutes. Je lui ai raconté mon rêve, il m'a sorti cette phrase-là. Et après, elle m'a dit, est-ce que vous êtes marié? Non. Leçon de morale. Ok, vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils sont baptisés? Non. Leçon de morale. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, je suis en formation pour être sophrologue. C'est des pratiques qui sont en dehors de l'église. Leçon de morale. Ah ouais. J'ai passé 3 fois 20 minutes de leçon de morale. Donc, bon, ok. Donc next. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc ce deuxième prêtre, qui lui est un prêtre exorciste. Exactement. Enfin, évêque exorciste. Évêque exorciste, tout à fait. Voilà. Vous croit? Oui. Et il m'exorcise. Et il vous exorcise? Oui, tout à fait. Et à l'époque, je peux raconter le rituel parce qu'il le pratique encore comme ça. C'est tout simple en fait. Il va reproduire ce qu'on appelle un corps virtuel, c'est-à-dire qu'il a un petit réchaud pour reproduire le feu. En fait, par-dessus lequel il met une poêle et dedans il va mettre de l'eau parce que le corps est composé à 72% d'eau. Une petite tasse en verre classique qui va retourner, donc ça va emprisonner l'air. Et puis un élément en métal supplémentaire. Bon là, il avait pris un coupe-papier en forme d'épée, tout simplement. Et après, il met une main sur votre tête, une main au-dessus de l'eau, puis il entame les prières. Et puis là, l'eau réagit en fonction de ce que vous avez. L'eau va se mettre à réagir. Donc l'eau, étonnamment, est chassée de sous la tasse. Hop, puis après, à un moment donné, tac, ça remonte dedans. Ça fait un pchit comme ça, ça remonte dedans. Puis ça rechasse, ça remonte, ça rechasse, le temps que l'exorcisme dure. Et quand l'exorcisme est fini, toute l'eau rentre à l'intérieur de la tasse, donc il n'y a plus d'eau dans la poêle, tout est à l'intérieur de la tasse, et c'est bon, c'est fini, on sait que le rituel est terminé. Et c'est après, l'eau, bien sûr, est évacuée. Bon, et vous, dans cette situation, vous êtes comment? Moi, factuellement, je suis assis, je trouve ça un peu étonnant, parce que je n'avais jamais entendu parler de cette technique-là. Et puis, mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, étonnamment, cet homme-là dégage beaucoup de confiance, me met en confiance. Et il me dit, ouais, effectivement, vous êtes bien chargé. Il me dit, j'aimerais vous revoir dans un mois. Donc, le mois passe, je retourne dans un mois, j'échange avec lui, il me dit, non, finalement, la première fois, c'est bon, tout a été parti dès la première fois. Donc, et il n'y a pas de... Quand vous dites, je ressentais quelque chose de particulier, on a évidemment toujours l'image du film. Hein, oui, bien sûr. Où là, voilà. Est-ce que vous avez la tête qui part à 360, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Est-ce que vous avez ressenti des choses, mais physiquement dans votre corps? Physiquement, oui, en fait. J'ai senti, il a une main sur ma tête, comme ça, et je sens quelque chose qui part, un courant qui part, comme ça, qui monte de mon corps, comme ça, qui passe, je suppose, du coup, à travers cet homme, et puis je suppose, parce que je vois l'eau réagir, qui est transféré. Je dis je suppose, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'expérience, donc je le raconte un peu du regard que j'avais d'homme sans expérience. Et je ressens effectivement qu'il y a quelque chose qui se libère. Je sens au niveau de mon thorax quelque chose pareil qui s'allège, comme si je pouvais mieux respirer, en fait. Et même chose au niveau de ma tête, comme une oppression qui commence à se dégager. Et du coup, je me dis, ah oui, je me sens physiquement, je me sens beaucoup mieux. Oui. Et alors donc, vous aviez une entité? Oui, voilà, c'était cette entité-là. Qu'il a pu identifier? Cette entité-là, à l'époque, en fait, on a pu le raccrocher à un rituel qui avait été fait de magie noire sur moi. Ça a été ma première expérience où j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'était la magie noire. Moi, à l'époque, c'était en dehors même de mon champ de connaissance et de conscience, quoi. Donc, vous vivez cette expérience de libération. Oui. Bon, et après? Et puis après, du coup, je trouve ça m'interpelle. Donc, je commence à aller, à l'époque, je ne fréquentais pas du tout les églises. Je commence à aller à la messe avec eux et ainsi de suite. Je dis eux parce qu'ils étaient deux à gérer. Lui, il s'occupait des individus, il y avait un autre évêque exorciste qui s'occupait des lieux. Et ils étaient deux à gérer cette église. Et puis, je le fréquente. Et puis, au bout d'un an, l'évêque qui s'occupait des lieux me dit, Benjamin, j'aimerais bien manger avec vous. Donc, on va manger ensemble. Et puis, il me regarde, il me dit, écoutez, on a discuté avec l'autre père et puis on aimerait vous former à l'exorcisme. Alors, moi, je les regarde et
Je le regarde et puis je dis, mais en quoi ça consiste? On échange là-dessus. Puis il me dit, mais écoutez, moi, je suis parti. C'était en mois de juillet. Il dit, je suis parti pour un mois. Prenez le temps de réfléchir. Puis je réfléchis. Puis finalement, j'accepte. Et de là, commence la formation pour être exorciste avec eux. Et une des anecdotes rigolotes dès le départ, c'est que quand ils avaient commencé à former des gens, bah, effectivement, on a tous en tête ce phénomène-là. Et ils faisaient monter les gens petit à petit, et ceux qui formaient en difficulté. Donc au départ, c'était des cas tout simples, et ainsi de suite. Et puis lorsqu'ils arrivaient au niveau de la possession démoniaque, ben, souvent les gens partaient parce qu'ils avaient peur. Et avec moi, il arrivait et donc j'assiste une première séance comme ça, il voit que ça se passe bien, il me dit « Qu'est-ce que vous faites mercredi dans 15 jours ?» Je suis encore. Et je dis « Bah, ça va, rien de particulier, ok. » Il me dit « Bah, mercredi dans 15 jours, 15 heures, vous êtes là. » Je fais « D'accord. » Hop, j'arrive, hop, il me trouve une soutane, ainsi de suite. Et puis on va dans la chapelle, arrive un monsieur, et puis il l'assied sur une chaise, c'est une grosse chaise en bois, type moyenâgeuse, assez solide, ainsi de suite. Il dit « Benjamin, votre fonction elle va être toute simple. Et le monsieur va mettre les mains sur les accoudoirs, vous tenez le bras avec l'accoudoir. Et vous, quoi qu'il arrive, vous ne lâchez pas. » Bon, bah, le mec était costaud, je dis « Bon, bah, ça, pareil, j'étais formé à l'intervention, je lui dis « Facile. » Je fais comme ça. Une autre personne tient le bras sur l'autre accoudoir. Le deuxième évêque, lui, enserre la personne au niveau du thorax avec le dossier de la chaise. Et puis là, l'évêque commence les prières. Et puis là, je suis comme ça, et ce qui m'interpelle, c'est que je vois de la buée. Donc en fait, la température baisse, la buée sort de la bouche de l'évêque, comme ça, et là, et même encore maintenant, je repars, j'ai des frissons. Et là, je me dis, ah là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Là, le monsieur, les yeux deviennent tout noirs, comme ça, il commence à crier, à s'énerver sur sa chaise, et à un moment donné, juste, il se lève, et il pousse un gros cri, la chaise part en miettes. C'est-à-dire que moi, je me retrouve juste avec le bras du monsieur et l'accoudoir, donc comme une attelle, quoi. L'évêque derrière, le dossier de chaise tombe, l'autre pareil, la chaise en allumette. Alors que, et je me suis refait le film plein de fois, il n'a pas cogné la chaise au sol, rien, juste il a fait un cri. Ça... Donc là, bien sûr, après, derrière, bon, moi, les réflexes reviennent, l'on coche au sol, clé de bras, pour le maintenir, le temps qu'après ça s'apaise. Il nous a fallu, bien sûr, 5 séances pour le dégager complètement, avec tous les phénomènes qu'on peut imaginer. Et de là, en fait, il me dit, bah, c'est bon, vous avez le profil. Hop, et on a pu continuer la formation. Incroyable! Voilà, c'est comme ça que j'étais initié à dégager quelqu'un. Bon, là, c'était du niveau de la possession démoniaque, donc c'est le niveau le plus élevé en termes d'exorcisme, quoi. D'accord. Et donc là, juste pour essayer de visualiser, Ouais. parce qu'évidemment, est-ce qu'il parlait une langue particulière? Est-ce qu'il disait des choses? Pas cet homme-là. Ça m'est arrivé une fois, oui, sur une personne où à l'époque j'allais chez les gens et puis je traitais une personne qui était venue. C'était une fratrie de 3 sœurs. Je traitais une des sœurs et puis je parle avec elle et puis je vois l'autre sœur qui commence à pas être bien. Je dis ça va, mademoiselle? Elle fait oui, oui, ça va. Puis je continue, mais je la guettais plus elle de l'œil. Puis au bout d'un temps, elle se lève comme ça, elle va dans la chambre à côté, puis je la vois sur son lit, elle commence à faire comme ça. Puis je fais à la sœur que je traite, je fais attendez 2 secondes. Je vais dans la chambre, je fais ça va, et là, les yeux se révulsent. Elle prend une voix d'homme qui n'avait rien à voir avec sa voix classique, comme ça. Et elle commence à m'interpeller, elle me dit mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tout ça, machin. Je fais ah bon bah là je suis tout seul, ça va être chaud. Et puis finalement... elle commence à se secouer. Au moment où elle va sur le lit, moi j'en profite, pareil, les réflexes reviennent, tac, j'arrive, je la maîtrise, j'attends que ça passe, et puis après elle rouvre les yeux, là je lâche l'étreinte, et puis il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai pu lui raconter, pareil, cette femme-là, il m'a fallu à peu près 3 séances, et à chaque fois avec tous ces phénomènes où elle était incorporée, et elle parlait clairement une voix qui n'était pas la sienne, avec des entités qui venaient prendre la place à la place de cette personne. Je me pose toujours la question, quand on est médium exorciste comme vous l'êtes maintenant officiellement, pour le coup, la question c'est pourquoi est-ce que ça ne vous impacte pas, vous? Eh bien, c'est parce que d'abord j'ai été bien formé, ça c'est la première chose à savoir. Oui, mais C'est avant même pas... que vous soyez formé, parce que vous avez été au contact Oui. justement de ces choses-là, on vous C'est a ça. testé, on a vu un peu, les évêques vous ont testé Oui. pour voir si vous étiez apte à. C'est ça. Et pourquoi ça vous impacte pas, vous? Alors, je pense qu'avec le recul maintenant, je dirais que déjà ça nécessite d'avoir un enracinement très fort. Ça c'est clair et net. D'où la formation que j'ai eue en gendarmerie m'a beaucoup aidé à prendre le recul nécessaire. Après, au niveau, je dirais, plus énergétique et psychique, je pense honnêtement que je suis très bien accompagné. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai et l'assise, on va dire, mentale
et psychiques et émotionnels nécessaires pour arriver à prendre le pas de recul nécessaire. Mais à chaque fois, ça nécessite plein d'étapes. Là, je raconte ça, mais aujourd'hui, pour arriver à faire ce que je fais, ça nécessite de pouvoir se connaître, aller voir ses parts d'ombre, parce que ça nous montre tout ça aussi chez nous. Donc, et c'est nécessaire de plonger dedans. Et des fois, on va découvrir des parts de nous qui sont clairement pas glorieuses, qu'on pourrait détester, juger, mais ça fait partie de nous. Et du coup, le fait de pouvoir le traverser fait qu'il y a quelque chose qui derrière s'assoit. Du coup, c'est une porte qui est fermée, on est moins impacté. Le fait d'être médium exorciste, certes, Oui. mais médium exorciste, Oui. est-ce que ça veut dire que ces entités-là, et voire les entités démoniaques dont vous parlez, Oui. vous les voyez? Oui. En tant que médium, vous les voyez? C'est ma façon de travailler. Aujourd'hui, à l'époque, j'utilisais donc le rituel pour tout ce qui est magie noire, entité défunt, donc que j'ai décrit au départ avec le réchaud. Et après, pour les possessions démoniaques, je faisais autrement, j'allongeais les personnes. Et puis, je montais d'abord au départ un minimum dessus pour les maîtriser. Puis après, j'entamais les prières. Aujourd'hui, je ne fais plus de prières, je ne fais plus tout ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que pour arriver à... Bon, je dégageais la personne, mais il y avait une notion de combat. Et ça, cette part, on va dire, guerrière, je l'ai apaisée justement suffisamment pour pouvoir échanger avec ces entités. Et je me suis détaché, en fait, de ce qu'elles veulent. Et je me suis plus accroché à par où elles passent chez la personne en termes de failles émotionnelles. À partir du moment où le niveau psychique de la personne, et en fait, elle répare, en fait, il y a une dissonance simplement énergétique et l'entité se détache. Donc, en fait, il n'y a même plus de lutte à avoir. C'est qu'en fait, je ne vais pas chercher à lutter contre elle, à la dégager. Non, au contraire, c'est hop, il n'y a plus de porte ouverte. Donc, en fait, elle va plus loin. Donc, je n'essaie même pas de changer sa nature non. Et ça se fait tranquillement. Mais quand vous dites elle va plus loin, c'est-à-dire qu'elle peut aller dans un autre corps? Oui. Oui, pourquoi pas. L'enfermer, ça serait c'est utopique. C'est comme vouloir, je sais pas moi, enfermer. Est-ce que enfermer, par exemple, un assassin dans une prison, ça change sa nature profonde? Non. Dès qu'il sera sorti de prison, s'il a envie de tuer, il pourra tuer encore. Donc l'idée, c'est pas de changer la nature des choses. Pour moi, ça fait partie d'un équilibre. Ces entités, c'est pour ça que j'ai arrêté de lutter contre. J'ai compris que c'est un équilibre universel sur lequel, en fait, je n'ai pas à lutter contre, mais la personne, j'ai juste besoin de l'accompagner à retrouver son équilibre intérieur. Donc même quand elle vient parasiter la personne, elle vient lui montrer quelque chose. Ce qui est assez... qui pourrait presque faire sourire, c'est de se dire que on est quand même loin de la sophrologie. Hein. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Pour celui qui voulait devenir sophrologue, oui. Après dans cette reconversion après la gendarmerie et les unités d'élite, voilà. J'ai pris un peu de recul. Un peu, un petit peu. Donc aujourd'hui, vous êtes médium exorciste, Oui. et alors c'est assez fou parce que il y a des gens qui vous contactent, oui. qui vous disent quoi? Ils vous disent « je suis convaincu d'être possédé ». Oui, il y a des personnes qui me disent qu'ils sont possédés, et puis après, déjà au débrief, j'échange avec eux, et puis on voit un petit peu le degré de parasitage auquel elles sont. Donc si c'est de la magie noire, si c'est une entité, si c'est un défunt, si c'est effectivement une possession démoniaque. Donc ça, c'est mon job, après moi, de faire de rassurer les personnes, déjà aussi dans un premier temps, qu'elles puissent commencer à avoir confiance déjà en ce qui se passe pour elles, pour qu'elles puissent apaiser aussi le pan émotionnel qui va forcément ouvrir des portes et alimenter le phénomène. Est-ce qu'il y a des gens qui s'imaginent l'être alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout? Oui, régulièrement, oui, j'en ai comme ça. Ouais. Et puis après, je les apaise et je leur pose des questions toutes simples et je leur dis, déjà, si vous me répondez non et non à ces questions-là, c'est que déjà, c'est pas de la possession. Donc déjà, voilà, après que vous soyez parasité, que ça vous gêne dans les pans de votre vie, je vous crois sur parole. Maintenant, voilà, c'est important de faire le distinguo entre les deux. Quoi. Pour essayer de bien comprendre et faire le distinguo justement entre les deux, quel exemple vous pouvez donner d'une personne qui pense avoir cette possession et qui en fait n'a rien à voir avec ça? En fait, je pose des questions toutes simples en fait. C'est-à-dire que une personne qui est possédée, un élément clé par exemple qui va me faire dire que quelqu'un est possédé ou quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que pendant la phase de crise, donc pendant qu'elle estime être en crise par rapport à cette possession-là, si elle n'a strictement aucun souvenir de ce qui s'est passé, là on est du niveau de la possession. C'est-à-dire que c'est l'extérieur qui va lui raconter ce qui se passe, où la personne reprend conscience et voit que son environnement a changé et elle a eu un blanc de mémoire. Ça, c'est typique de quelqu'un qui est possédé. Si vous avez conscience de ce qui se passe pendant cette phase de crise, vous n'êtes pas possédé. Vous pouvez être parasité à un niveau très élevé, ça c'est possible,
mais vous n'êtes pas possédé. La différence, la possession, l'entité vient et va, comme son nom l'indique, posséder votre corps, votre esprit. Quelqu'un qui est parasité, l'entité vient, va être scotché à la personne et va l'influencer sur son mode de vie, va l'influencer corporellement, va l'influencer émotionnellement, psychiquement, mais n'est pas à l'intérieur de la personne. C'est vraiment important à comprendre cette différence-là. C'est essentiel, hein, parce qu'on pourrait s'imaginer effectivement que sous prétexte qu'on est dans un état un peu particulier, tout de suite on est possédé. Mais non. Non, pas du tout. Non. Donc c'est ce que je dis aux personnes, souvent justement pour apaiser les choses et puis et pour les rassurer. Mais ce qui est assez incroyable dans votre discours, Benjamin, c'est que vous prenez ça avec une légèreté. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, je vous dis ça parce que quand j'ai commencé à être formé avec ces évêques-là, c'était en 2016, donc ça fait presque maintenant 9 ans. J'ai 9 ans de recul, j'ai 9 ans d'expérience, j'ai 9 ans de pratique et ainsi de suite. Donc du coup, les choses, j'ai appris à les apaiser, à passer par une autre voie. Vous avez eu peur? Oui, bien sûr. La peur fait partie du métier. Ce serait utopiste de dire qu'on n'a pas peur. Quand vous voyez quelqu'un qui change de voix, qui se secoue, bien sûr que vous avez peur. Mais comme on le disait à l'armée, la peur n'enlève pas le danger, donc on peut y aller. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier en fait? L'humain. L'humain me fascine. C'est quelque chose qui reste une fascination chez moi. Chaque être humain est tellement unique que chaque être humain m'apporte. Étonnamment, l'échange se fait pour moi vraiment équilibré. C'est-à-dire que j'apprends à chaque séance que je fais, chaque humain que je rencontre, même sur une même personne que je peux voir plusieurs fois, je vais apprendre tout le temps. Et c'est ce qui est... c'est sans fin. C'est un métier dans lequel je me renouvelle à chaque séance. C'est passionnant pour ça. Je fais pas que de l'exorcisme, hein, bien sûr. Non, bien sûr, mais on va parler évidemment. Mais moi, ça me fascine parce que quand je vous entends parler de ça, je me dis, c'est quand même dans votre quotidien, c'est quand même assez fou, quoi. Oui, en fait, c'est l'extérieur. C'est-à-dire que les personnes qui m'environnent, que ce soit ma femme, que ce soit ma famille, mes amis, c'est plutôt leur réaction qui me fait prendre conscience que je suis quelque part en dehors de la norme du quotidien. Oui, clairement. Bien sûr. Mais sinon, pour moi, comme c'est devenu mon quotidien, c'est ma norme à moi. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire. Alors, juste une petite parenthèse qu'on referme très vite. Vos anciens collègues de la gendarmerie savent? Oui. Aujourd'hui, tous ils savent, oui. Ça pose pas de problème. Et ça pose pas de problème? Non, il y en a certains avec qui ça m'a permis de reprendre contact, parce qu'avec le temps, les relations s'étaient, on va dire, distendues, un peu perdues de vue. Et justement, certains apprenant ce que je fais, un collègue, lui, son père était décédé, et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai appris ce que tu faisais, et est-ce que tu pourrais m'aider à accompagner mon père? Donc, j'ai pu établir une communication avec son père, et puis on a discuté avec son père pour l'apaiser. On a parlé de la disparition de votre père, qui a mis fin à ses jours quand vous aviez 8 ans. Oui. Est-ce que vous avez pu reprendre contact avec lui? Oui, ça a pris du temps, parce que je pense que j'étais pas forcément prêt émotionnellement déjà, ne serait-ce que ça. Et puis là, aujourd'hui, oui, je peux communiquer avec lui facilement. Quand il revient, après, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il veut. Et puis moi, ça me permet de voir aussi quelle est la porte ouverte chez moi pour que ce lien puisse s'établir. Et du coup, ça me permet d'évoluer encore une fois dans la connaissance de qui je suis. Donc c'est juste là aussi passionnant. Quand vous faites ces actions d'exorcisme sur les gens, comment est-ce que vous arrivez à vous nettoyer de ça? Parce qu'on pourrait toujours avoir peur de ramener ça à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je vais méditer, en fait, c'est tout simple. Je vais me poser et puis je vais regarder un petit peu mon niveau énergétique, là où j'en suis. Bien sûr que je prends des impacts. Et juste par le biais de la méditation, le fait de me recentrer comme ça me permet d'expanser mon champ de conscience et de libérer les impacts qui ont pu être présents. Donc la médiumnité, est-ce qu'on peut vous contacter juste pour la médiumnité? Alors tout dépend ce qu'on dit médium. Si c'est pour de la voyance, ça je fais pas. C'est pas mon dada. Mais le contact défunt, oui? Contact défunt, oui, à partir du moment où ça, ça a un sens pour la personne si elle souhaite évoluer dans la compréhension d'elle-même. Si c'est juste pour vouloir dire je t'aime à un défunt ou des choses comme ça, ou ça m'intéresse pas parce que la personne peut le faire elle-même.
Et ni pour le défunt, ni pour la personne vivante, de mon point de vue en tout cas, ça n'a d'intérêt par rapport à ce que moi je propose en tout cas. Est-ce que vraiment, je reste, hein, je fais un peu le focus sur le truc d'exorciste parce que c'est assez fou et c'est assez rare d'avoir comme ça dans le studio des gens qui exercent cet angle-là du paranormal quelque part. La question, c'est de se dire, est-ce que un terroriste est habité par le mal? Est-ce qu'il est le mal? Alors, si on perçoit le mal du point de vue de l'Église, j'allais dire, tel qu'il est défini dans les normes religieuses, j'allais dire oui à un certain niveau. Maintenant, de mon point de vue, ça reste un être humain qui a... comment dire? Est-ce qu'il est possédé? Pas obligatoirement. Et pas forcément, puisqu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est possédé n'a plus conscience de ce qui se passe. De ce qui se passe. Donc, ça serait difficile pour lui de mener une action qui est juste selon ses critères, bien sûr, et d'avoir la pleine possession des moyens pour arriver à atteindre le but qui s'est fixé. S'il était possédé, il ne pourrait pas. Donc, qu'il soit sous influence, oui. Mais de mon point de vue, c'est plus une disposition mentale, psychique, émotionnelle, son passé qui l'a guidé et l'a amené à mener cette action terroriste. Plus que quelque chose qui est de l'ordre du paranormal. Alors, votre champ d'action aujourd'hui, c'est donc les exorcismes, la médiumnité, la sophro, du coup, vous en faites? Très peu, très peu. Et vous intervenez également pour des nettoyages des lieux? Oui, exactement. Que je vais traiter d'ailleurs comme une personne. C'est-à-dire que le lieu, en général, quand j'interviens dessus, je vais regarder les interactions qu'il y a avec son environnement. Donc, par exemple, une maison, un appartement, je vais regarder dans les terrains alentours s'il y a un lien qui se pose. Et après, je vais zoomer petit à petit, c'est-à-dire je vais revenir à la bâtisse, puis après, pièce par pièce. Et à chaque fois, je vais regarder ce sur quoi le lieu vibre au niveau psychique et émotionnel, la mémoire des lieux, et ainsi de suite. Et après, je passe pièce par pièce, et après, je reviens, je redézoome, j'allais dire, pour voir si c'est stable au niveau de la maison et de l'environnement sur lequel, avec lequel la maison, l'habitation est posée. C'est les 3 angles sur lesquels vous intervenez, les lieux, la médiumnité, l'exorcisme? Voilà. Quand vous avez attendu dans la loge? Oui. Tout va bien? Tout va bien. Je me pose toujours les questions comme ça quand il y a des médiums ou quand il y a évidemment des personnes qui ont certaines facultés. Je leur demande, ça va? Il y a des bonnes vibrations? Oui, bien sûr. Oui. Après, on sent que c'est empreint de plein de gens qui sont passés là. Mais c'est pas pour autant qu'après, il y a des choses à corriger, à transformer. Le lieu est aussi ce que vous en faites, ce que les personnes de l'équipe font, donc c'est chouette aussi. Vous allez donc pouvoir contacter, bien sûr, Benjamin. Je me pose toujours... Et les soins énergétiques aussi, vous faites? Oui, c'est ça. Donc après, la personne, même principe, en fait. Quand elle vient, les personnes... Alors, certains me laissent carte blanche. Des fois, elles arrivent, je ne sais pas trop quoi travailler, je te laisse faire. Et puis, d'autres personnes vont venir avec une dimension physique, c'est-à-dire que j'ai mal à tel endroit, ou d'autres personnes plutôt émotionnelles. Je rencontre tel souci dans ma vie. Et moi, le principe, c'est d'aller voir, encore une fois, au niveau psychique, ce sur quoi vibre la personne. Et je vais travailler sur les lignées, donc transgénérationnelles, paternelles et maternelles. De mon point de vue, c'est toujours à l'équilibre. Regarder un petit peu comment les inconscients se posaient, qu'est-ce que ça a posé chez la personne en termes de croyances limitantes qui vient qu'elle rencontre ces situations dans lesquelles elle rencontre un blocage. Et de là, après, on va repartir sur la personne elle-même, j'allais dire de toute sa vie, donc du point de conception, là où ovule les spermatozoïdes fusionnent, la personne commence son incarnation, jusqu'à aujourd'hui, et voir quels sont les petits points de tension à droite à gauche qui se sont posés, qui sont accumulés, pour faire que la personne aujourd'hui, elle a cette difficulté de vie. Vous disiez tout à l'heure que vous avez des enfants? Oui. Ils savent ce que vous faites? Oui, bien sûr, oui. Papa, il combat les démons? Je ne le représente pas comme ça. Le grand, maintenant, oui, parce qu'il a 13 ans, mais la petite, elle a 5 ans, donc je la préserve un peu quand même. J'ai toujours une petite pensée à l'école, quand, vous savez, en début d'année, il faut mettre profession du père, profession de la mère, il dit quoi? Thérapeute? Oui, en général, je mets thérapeute. Oui, voilà, je reste vague, ça ne sert à rien de rentrer. Bon, sauf que maintenant, tout le monde va le savoir. Hein. C'est le risque aussi. C'est le risque aussi. À l'heure où on enregistre, on vient de connaître l'identité du nouveau pape. Oui. Ils ont l'Église a un service spécifique dédié à l'exorcisme. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et le fait d'avoir été adoubé par des évêques, oui. Est-ce que l'Église sait que vous exercez?
Non, je me suis séparé d'eux en fait parce que justement la sensibilité m'a amené à dévier petit à petit du rituel. On peut en parler, parce que comme ça au moins les évêques sauront pourquoi il y a quelque chose qui a fait que je suis dévié, ils l'ont jamais su. Hein. C'est-à-dire que quand il y avait ce rituel avec cette poêle et ainsi de suite, donc on avait une main au-dessus de la poêle et on effectuait les prières. Et j'ai mis du temps à maîtriser l'outil. Et une fois que ça a fonctionné, à un moment donné, c'est pareil. C'est comme si ça ne refonctionnait plus. Je ne captais pas. Et j'ai senti, pareil, un guide arriver comme ça et prendre mon bras. Je me souviens, j'ai la main au-dessus de la tête sur la personne, une main au-dessus du feu. Et il prend mon bras gauche. Il dit non, non, non. Il dit, t'as pas besoin de le mettre là, fais comme ça. Et en fait, il me le ramène. Enfin, il m'indique qu'il faut que je le ramène. Et du coup, je le posais sur la personne elle-même, en fait, au niveau des différents centres énergétiques, justement. Même principe, je faisais les rituels, ainsi de suite. Et après, hop, au ressenti, tac, ça lâchait, il me dit, c'est bon, tu peux arrêter. Donc moi, c'était plutôt une discussion avec des guides, avec l'invisible, en fait, qui me guidait, voir ce que la personne avait pour la libérer. Donc forcément, eux, quand ils ont vu que ça déviait de ce qu'ils m'avaient appris, qui était aussi un principe de protection, on en parlait tout à l'heure, ils m'ont dit, bah là, si tu commences à faire comme toi tu veux, ça va pas. Donc on s'est séparés de là. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté votre méthode. Oui, voilà, et je le comprends, honnêtement, avec le recul. Si après chacun vienne, des personnes qui veulent former et que chacun fait ce qu'il veut, ça devient du grand n'importe quoi, donc ça n'a pas de sens. Donc honnêtement, avec le temps, ça s'est apaisé. C'était un peu violent au départ quand on se séparait, sans dire qu'il y a eu des mots plus haut que l'autre, mais c'était brutal. Et puis finalement, avec le recul, moi je comprends leur point de vue et j'espère que c'est aussi apaisé de leur côté, mais il semblerait que oui, donc... Voilà. Vous avez le droit de former aussi, maintenant? Alors, on m'a posé la question plusieurs fois. Pour l'instant, je me refuse à le faire. C'est une voie très particulière et je me sens pas encore vraiment les épaules d'amener quelqu'un à ces niveaux-là. Pour l'instant, c'est pas... J'accompagne les gens, je crée des stages justement pour que les personnes développent leur ressenti au niveau du monde de l'invisible, ça oui, mais je ne les expose pas à des situations paranormales. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, la formation, il n'y a pas de formation particulière. En fait, elle a été très rapide, la formation, pour vous, par les évêques. Oui, parce qu'après... Vous avez fait quoi, 2 séances, puis c'était réglé? 2 séances. Ah, pour commencer la formation? Ouais. En fait, eux, ce qu'ils voulaient voir surtout, c'était savoir si j'avais le psychisme pour. Ouais, voilà, la mentalité pour, le caractère pour. Ouais. Après, ils m'ont mis dans le bain tout de suite. Mais après, au départ, c'était juste, je m'asseyais, je regardais, c'était eux qui officiaient. Après, petit à petit, ils m'ont amené à officier, mais avec eux, j'ai jamais fait de possession démoniaque. J'avais pas le niveau pour. Je le fais aujourd'hui parce que le temps a fait que j'ai pu atteindre ce niveau-là, mais non, avec eux, j'ai jamais fait. La plupart du temps, on vous appelle pourquoi? Majoritairement pour ce qu'on va appeler des blocages de vie. Donc des personnes qui se sentent gênées, rencontrent un problème professionnel, personnel, familial, et puis ils me disent mais j'arrive pas, pourtant ils travaillent sur moi par exemple, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et j'arrive pas à comprendre quel est le nœud. Et puis là on travaille dessus pour les aider à passer une étape supplémentaire. Incroyable, non, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Benjamin Massal, évidemment, on va vous mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Benjamin. Ça va réagir. Hein. C'est normal. C'est le but. Hein. C'est le but aussi. C'est le but aussi, hein, évidemment. Mais encore une fois, les réactions avec bienveillance, parce que si c'est pour critiquer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais la critique, quand elle est constructive, c'est toujours intelligent et c'est riche. C'est très intéressant. Je vous remercie infiniment, Benjamin. Essayez de ne pas nous laisser 2-3 trucs. On va essayer de faire en sorte que ça soit propre. Hein, quand on a il doit nous rester un peu de sauge, il doit nous rester un petit peu de quelque chose dans le coin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Juste, vous fonctionnez à distance aussi? Oui, tout à fait. Majoritairement d'ailleurs à distance, étonnamment. Oui. Ouais. 98%, on va dire, des séances que je fais se font à distance, donc pas de souci. Bon, et sinon, si on est dans le sud de la France, on peut venir vous voir? Exactement, je reçois les personnes également. Du côté de Hyères. À Hyères, exactement. À Hyères, exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Retournez au soleil, vous avez bien raison. Benjamin Massal, vos commentaires bienveillants, je le disais, vos partages évidemment, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.